Donc, monsieur le préfet, donc vous avez été attentif au débat de ce matin, qui ont porté notamment sur le développement économique et notre capacité à créer de la richesse, là où on n'est plus en mesure d'attendre donc le financement des collectivités locales et de l'État. Donc comment est-ce qu'on fait pour rebondir avec le prisme de votre regard de préfet, mais vous avez, comme tous les autres intervenants, carte blanche sur votre intervention. Merci beaucoup pour ce que vous allez nous dire. Je m'en réjouis à l'avance. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Madame la Présidente, Messieurs les parlementaires, Mesdames les parlementaires qui sont ici présentes parmi nous. Mon premier mot d'abord sera pour constater que c'est la première Assemblée Générale après ces élections municipales. C'est à la fois un délai depuis les élections qui paraît assez loin pour tous ceux qui ont plongé ou qui ont replongé dans les affaires municipales, mais qui est finalement assez court, qui est encore de 3 mois. Et je voudrais d'abord commencer par adresser toutes mes félicitations aux maires, aux conseillers municipaux, aux adjoints qui ont été réélus, ceux qui ont été nouvellement élus, et puis remercier tous ceux qui ont servi leur pays, servi leur commune pendant toutes les années de leur mandat. Commencer également pour dire qu'il n'y a pas dans ce pays, parce que je vais chercher un peu un contrepoint, mais avec toute la réserve qui doit être celle du représentant de l'État, de dire un certain nombre de choses, il n'y a pas de désintérêt pour la vie démocratique dans notre pays. Avant de venir ici, j'ai demandé à mes équipes le nombre de candidats aux élections municipales dans ce département. Il y avait très exactement 10 080 candidats aux élections municipales. C'est presque autant que pour l'élection de 2020. Donc, peut-être en raison de sa sociologie, de la taille des communes, il n'y a pas dans le Val d'Oise de désaffection, ce qui ne veut pas dire que la fonction de maire ne soit pas une fonction exigeante. Et indéniablement, elle est devenue aujourd'hui, nous le savons tous, une des fonctions les plus exigeantes dans notre société, parce que tout simplement le maire est le réceptacle non seulement de tous les problèmes, mais de toute la complexité de la vie dans une société moderne et aussi de toutes les attentes, ce qu'on résume assez communément en disant qu'il est à portée de baffe. Nous avons, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des services de l'État, avec l'ensemble des élus de ce département, nous avons tout simplement un destin commun, parce que nous avons en partage tout simplement le bien commun de ce département, du territoire du Val d'Oise, et puis parce que j'aime souvent le rappeler, le maire est aussi le représentant de l'État dans sa commune. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il porte une écharpe qui est une écharpe bleu, blanc, rouge, et qu'il dispose d'ailleurs d'un certain nombre de pouvoirs assez importants qu'il exerce au nom de l'État. Et si je dis tout cela, si je le répète, c'est que d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure Madame Lenoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais que ce soit d'ailleurs en matière de relations entre l'État et les collectivités, ou que ce soit sur tous les grands enjeux que connaît aujourd'hui notre société en matière économique, en matière sociale, en matière politique, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à organiser, peut-être de manière un peu confortable intellectuellement, une confrontation en rendant l'État, la puissance publique responsable de tout. Parce que comme l'État, c'est nous tous, à force de dire que tout le monde est responsable, plus personne ne l'est. Et c'est pas comme ça qu'on pourra améliorer ce qui fait la vie quotidienne de nos concitoyens et ce qui répond à leurs aspirations. Alors tout à l'heure, Monsieur le Président, nous avons entendu Philippe de Sertine. Je ne prétendrai pas être aussi exhaustif ni aussi brillant que lui, mais peut-être délivrer aussi, à l'aune de ce que l'on constate dans le Val d'Oise, un certain nombre de messages, ou en tout cas de convictions, en commençant d'abord par quelques éléments qui sont des éléments nationaux, qui consistent à dire que dans une époque où on a souvent tendance à dévaloriser la place, le rôle et l'action de notre pays, la France n'est pas économiquement, aujourd'hui, l'homme malade de l'Europe. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête, parce qu'il faut garder, et c'est une notion première en matière d'économie, de l'optimisme et de la confiance dans notre pays. Nous ne sommes pas l'homme malade de l'Europe, et pour s'en convaincre, il suffit de regarder, par exemple, l'an dernier, en 2025, quoi qu'en disent les révisions de croissance du Trésor, la progression comparée du PIB dans l'autre grand pays européen qu'est l'Allemagne et la France. 0,3% en Allemagne, plus 0,9% en France. C'est pas extraordinaire, mais ça montre bien que nous ne sommes pas dans cette situation que certains se plaisent parfois à décrire quand on parle de notre pays. Et s'il y a un autre élément qui doit nous convaincre, c'est regarder également les choix que font les investisseurs internationaux. Un investisseur international, c'est quelqu'un qui est assez clinique dans son choix. Quand il investit, surtout des sommes très importantes, il va non seulement regarder l'intérêt d'aller sur un lieu, mais il va aussi regarder l'environnement politique, économique de ce pays. Eh bien, en 2025,
pour la 7e année consécutive, la France est le pays d'Europe, et j'incorpore dedans la Grande-Bretagne et aussi, elle n'est pas strictement parlée en Europe, la Turquie. Donc c'est le premier pays d'Europe par l'importance et le nombre des investissements directs étrangers. Et ça, c'est pas le préfet du Val d'Oise qui le dit, c'est pas le gouvernement, c'est un baromètre que chaque année Ernst & Young publie et qui regarde dans l'ensemble des pays européens l'ampleur et le nombre des investissements directs étrangers. Notre pays est un pays qui reste durablement, fortement attractif pour les investissements internationaux en matière industrielle, en matière de services et depuis maintenant 2 ans à 3 ans en matière de tech et notamment d'intelligence artificielle. Et ce qui va être intéressant, c'est se demander pourquoi nous sommes attractifs, et vous allez voir que le Val d'Oise est dans son mouvement. Pourquoi nous sommes attractifs, et précisément d'essayer de jouer sur nos forces plutôt que parfois de regretter certaines de nos faiblesses. Quand on descend d'ailleurs à l'échelle valdoisienne, on a aussi des indicateurs qui nous placent un peu à contresens du niveau national. On parlait tout à l'heure de l'évolution du nombre des faillites. Étonnant paradoxe, l'an dernier, le nombre des procédures collectives qui ont été ouvertes devant le tribunal de commerce a diminué dans le Val d'Oise comparé à l'année et aux 12 mois glissants précédents. Alors nos atouts, en fait, ils sont probablement assez nombreux, mais il y en a quelques-uns aujourd'hui qui sortent un peu plus. Le premier atout que nous avons, parce que ce sera la source de tout progrès et la source de toute croissance, c'est l'énergie. Un de mes professeurs d'économie, qui était Jean-Marc Daniel, disait souvent qu'il y a une corrélation directe entre la consommation énergétique et donc la production énergétique et la croissance et le progrès dans une civilisation, en se plaçant sur des temps qui étaient des temps longs. Et nous avons une force que nous avons conservée, évidemment, c'est notre capacité à produire de l'énergie, évidemment, qui est directement liée à notre capacité nucléaire civile. De manière également géostratégique, nous avons également un atout. Nous sommes toujours un pays qui fait entendre sa voix, peut-être moins qu'il l'imagine parfois, mais ne nions pas le rôle important que nous avons dans le champ géostratégique, en siégeant au Conseil de sécurité, en étant une puissance de défense qui compte, et ce qui justifie d'ailleurs le fort investissement aujourd'hui du gouvernement dans le budget des armées. Et je remercie les parlementaires qui ont voté le budget des armées. Ce n'est pas un choix qui est un choix guerrier, c'est au contraire un choix qui est un choix fondamentalement essentiel pour arriver à garantir, à préserver ce qui fait l'essence même de notre pays. Et puis si je reviens également dans notre département dont on avait souvent commune tendance à dire qu'il n'était pas très bien desservi à la plaque parisienne centrale. Et c'est pas faux. Nous n'avons pas d'autoroute qui arrivent directement à Paris, une station du Grand Paris Express qui est celle de Gonesse, mais qui va connaître un développement avec tout ce qui est en train de se réaliser autour, et puis des transports en commun qui pourraient être, je pense, perfectibles, au moins par leur cadencement. Pourtant, si on n'est pas très bien ouvert, dirigé vers Paris, nous sommes remarquablement bien ouverts sur le monde, que ce soit sur la France du Nord, sur l'Europe du Nord par les autoroutes, mais bien évidemment sur le monde de manière générale par la proximité de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. Et tout à l'heure, Philippe de Sertine en a parlé. C'est une chance incroyable pour notre département, et aussi pour la Seine-Saint-Denis et aussi pour la Seine-et-Marne, d'avoir la plateforme aéroportuaire. L'INSEE, qui a rendu en décembre dernier une étude très intéressante que je recommande de lire, qu'il a réalisée d'ailleurs avec le GIP Alliance, indique, et donc l'INSEE, vous savez, c'est un organisme qui est indépendant, que 10% de la richesse des 3 départements, Val d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne, proviennent directement, ce n'est pas les conséquences indirectes, proviennent directement de l'activité de la plateforme aéroportuaire qui emploie aujourd'hui 94 000 personnes et qui sécrète de manière directe un chiffre d'affaires de 9,7 milliards. Donc nous voyons que notre département a des atouts économiques et des atouts que les investisseurs identifient assez bien, parce que ceux des élus qui sont là, et notamment ceux qui s'occupent de foncier d'entreprise, savent qu'un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui prennent des positions sur du foncier, parfois sans même trop savoir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ont compris que le Val d'Oise était un département où il allait se passer des choses à l'avenir. Alors pour autant, ce n'est pas un monde rose que je décide, parce que nous avons 3 défis, des défis qui sont des défis majeurs
et qui vous intéressent. Alors, le premier, il vous intéresse très directement, non pas en tant que responsable public local, mais en tant que responsable politique et en tant que citoyen, au moment évidemment des choix que vous opérez. Le second, il vous intéresse en tant que responsable public, peut-être un peu plus local. Et puis le troisième, c'est un peu les deux. Le premier défi, d'abord, c'est que nous avons, depuis maintenant presque 40 ans, depuis le début des années 80, une forme de déni de réalité, de refus d'obstacles sur la situation de nos finances publiques. Dans notre pays, vous le savez, la France est le premier pays de l'OCDE, ou selon les cas, le second pays de l'OCDE, donc de l'ensemble des pays développés économiquement, par l'importance de sa dépense publique, près de 55% de son PIB, l'importance des prélèvements obligatoires, 45% du PIB, et, on ne le dit pas assez, l'importance de son processus de redistribution et de réduction de la pauvreté. Et ça, on le mesure par un indice qui s'appelle l'indice de Gini. Nous sommes 10% au-dessus de la moyenne européenne par la réduction de l'indice de Gini qui mesure la réduction des inégalités monétaires. Donc notre pays dépense beaucoup de manière publique, c'est un choix politique, il prélève beaucoup et il redistribue beaucoup plus que les autres, chose qu'on ne dit peut-être pas assez dans le discours public. Et d'ailleurs, ce mécanisme de redistribution, de réduction de l'indice de Gini, de pauvreté, il provient de deux choses chez nous qui se cumulent. D'une part, nous avons une politique de prélèvement obligatoire qui est progressive, et d'autre part, nous avons des politiques de redistribution qui sont également calculées en fonction de votre niveau de revenu monétaire. Ce refus d'obstacle sur les finances publiques, évidemment, aujourd'hui, il est très présent dans le discours public, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir forcément de manière négative, et c'est là où je veux en venir dans les relations entre l'État et les collectivités locales, parfois la réduction du soutien public du contribuable national vers le contribuable local. Parce qu'en fait, c'est le même. Dans les deux cas, c'est le contribuable. La seule chose, c'est que ce n'est pas le même maître d'ouvrage, ce n'est pas le même acteur qui bénéficie des financements. Pour autant, la nouvelle que j'ai à vous donner, et la bonne nouvelle que j'ai à vous donner, qui ne va pas forcément susciter beaucoup de popularité auprès de moi, c'est que les communes dans le Val d'Oise, financièrement, vont bien. Elles vont bien financièrement, je parle bien des communes, et donc j'ai demandé à un acteur neutre, indiscutable, la direction des finances publiques, dont la directrice est ici présente, de regarder comment évoluait la situation financière des communes l'an dernier. Et ce que l'on constate, c'est que la situation financière des communes dans ce département s'améliore, et elle s'améliore singulièrement. Les recettes réelles de fonctionnement sont en croissance, mais plus que les dépenses réelles de fonctionnement. L'épargne brute progresse de plus de 15%. L'épargne nette progresse. La capacité de désendettement diminue. Et vous allez me dire dans le même temps comment ça se fait, parce que finalement la DGF, elle augmente que de 5 millions d'euros, c'est pas grand-chose. L'État réduit ses subventions. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe et qu'on oublie souvent, c'est que la recette réelle d'une collectivité locale, c'est pas le transfert de dotation de l'État vers les collectivités, c'est la fiscalité locale. Et les communes ont été données d'une fiscalité qui est la taxe foncière, qui est une fiscalité qui est particulièrement robuste. Elle ne baisse jamais, à la différence de l'IS, à la différence de beaucoup de produits fiscaux que perçoit l'État, qui est robuste, qui augmente en base, même si on ne construit pas, parce qu'il y a des relations forfaitaires chaque année qui sont votées en loi de finances, et qui, dans un département comme le nôtre, qui est un département jeune et qui construit, augmente également en volume. Et donc aujourd'hui, les communes, je parle bien des communes, le département est une autre problématique, je le dis devant Madame la Présidente, les communes aujourd'hui sont dans une situation qui est une situation particulièrement saine, en raison même de la nature des recettes qui leur ont été allouées par le législateur. Et c'est pour ça, j'ai entendu ce qu'a dit Madame la ministre Lenoir sur la perte de l'autonomie fiscale des collectivités locales. Je tiens à dire qu'il n'est pas dans la tradition française, et là aussi, que les collectivités locales soient autonomes fiscalement, tout simplement parce que dans notre pays, on peut le regretter, mais c'est ainsi, tout procède initialement du niveau national et l'État. D'ailleurs, l'article 2 de chaque loi de finances autorise les collectivités locales à percevoir l'impôt, ce qui n'est absolument pas le cas dans un pays qui est un pays fédéral comme les États-Unis, où c'est tout l'inverse, où l'État fédéral n'est jamais que ce que les États fédérés ont décidé de lui confier. Donc voilà, donc la bonne nouvelle quand même elle est là, et je dis à l'ensemble des maires, et notamment à ceux qui commencent leur mandat,
La situation des communes dans le Val d'Oise, c'est une situation qui est solide, également parce que les maires gèrent bien leurs communes, je tiens à le dire, mais il peut y avoir ici ou là des situations un peu plus difficiles, donc il faut partir avec un constat qui est un constat optimiste. Le deuxième défi qui nous attend, c'est celui, et ça va rejoindre aussi un peu ce que dit M. de Sertine, de notre rapport au travail. Voilà, depuis maintenant un demi-siècle, le travail est présenté comme étant souffrance. Or, il y a pour nous un enjeu, et c'est une conviction vraiment qui est solidement ancrée, à ce que nous réinversions la relation, la conception que nous ayons au travail. Et en particulier, que nous arrivions un peu mieux à rééquilibrer le rapport entre les actifs et les inactifs. Pourquoi il faut le faire ? Et les débats récents sur la réforme des retraites est assez important pour nous. D'abord parce que les perspectives qui s'annoncent en raison de la baisse de la démographie sont des perspectives qui doivent nous alarmer. Le COR, hier, vient de rendre un rapport où il indique qu'à l'horizon 2070, si on veut rééquilibrer notre système de retraite, c'est-à-dire si on veut être toujours capable d'en assurer la solvabilité et la réalité, il faut faire des choix qui sont difficiles. Le premier choix, ce serait d'augmenter l'âge moyen de départ à la retraite à 67 ans,6. Le deuxième choix, si on ne fait pas celui-ci, ce serait de diminuer les pensions relatives de retraite de 55% du revenu d'actif à 37%. Vous voyez le choc politique que ça entraînerait. Et la troisième solution, si on ne faisait pas ça, ce serait d'augmenter de 500 points de base les prélèvements obligatoires. Prélèvements obligatoires dont on a vu qu'on est dans un des pays qui les a au niveau le plus élevé. Donc il faut que nous arrivions à retrouver, à réinverser, à faire évoluer le rapport que nous avons à un travail. Nous avons la chance dans notre pays d'être en santé, en bonne santé plus longtemps. Nous avons aussi le constat, comme toute nation civilisée, de voir que l'entrée sur le marché du travail se fait de plus en plus tard pour des raisons notamment d'élévation du niveau d'éducation. Et donc il faut qu'aujourd'hui nous retrouvions un discours qui soit un discours honnête, sincère sur notre rapport au travail. Et puis le troisième défi qui nous attend, qui a été aussi évoqué, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors, d'autres en parlent infiniment mieux que moi, mais ce n'est pas, et là Philippe de Sertine a aussi raison, ce n'est pas un sujet de réflexion en termes d'années, c'est un sujet de présent, de mois. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une révolution économique, sociologique, politique qui se déroule et dont le délai d'achèvement va se compter en mois plus que certainement en années. Cette arrivée de l'intelligence artificielle, elle va entraîner chez nous trois révolutions. Une première, c'est une révolution et un choc qui est un choc économique, il a été dit, avec un déplacement de la valeur ajoutée dans notre économie. Notre économie, qui était initialement une économie qui dégageait de la valeur ajoutée sur de la production, après vers les services, aujourd'hui va se retrouver complètement déportée vers le champ qui est le champ technologique. Et ceci va entraîner beaucoup de choses, notamment en termes d'enseignement, notamment en termes d'éducation, notamment en termes de formation. Et on sait bien que notre appareil de formation, aujourd'hui, ne réagit pas avec la même vitesse que ce que le besoin économique nécessiterait probablement. Donc ce premier choc économique, il est réel, mais nous avons nos atouts. Nous sommes le pays d'Europe où on investit le plus en matière d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, le sommet qu'avait organisé le président de la République en février 2025 était assez révélateur, hein, quand on voit le nombre des investisseurs qui sont venus, pas seulement pour faire des data centers, mais également parce que nous avons quelques pépites françaises en matière d'intelligence artificielle. Je pense à Mistral AI. Mistral n'était pas créé il y a 3 ans. Aujourd'hui, son créateur est milliardaire. Et pourtant, on voit qu'on a la capacité, notamment intellectuelle, à répondre à ce défi qui est celui de l'intelligence artificielle. Le premier défi est économique. Le second défi, et donc la question qui va se poser pour nous, acteurs de terrain, c'est de savoir comment on l'accompagne et comment on le favorise. Ça peut prendre un aspect très concret, hein, avec des investissements importants qui sont en train de se dérouler aujourd'hui sur le nord de l'Île-de-France, parce que nous sommes très convoités pour les data centers, nous avons du foncier, et surtout nous sommes à proximité de nœuds de télécommunications, donc on est très convoités par les opérateurs data centers, mais ça peut aussi se traduire par des choix qui sont des choix en termes de politique de l'emploi, en termes de politique de la formation, en termes d'enseignement supérieur, dont vous êtes directement les acteurs. Le deuxième choc qui va arriver en matière d'intelligence artificielle, c'est un choc à caractère sociologique. Beaucoup de choses vont être bouleversées. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, notre rapport au travail, évidemment. Ce que disait Arthur Munch, qui était auditionné par la Commission des affaires économiques au Sénat, il disait, moi en 6 mois, le travail dans mon entreprise a fondamentalement changé en 6 mois. Avant, il avait des codeurs qui écrivaient du programme.
Aujourd'hui, c'est-à-dire 6 mois plus tard, il n'en a plus aucun. Plus aucun. Il a des salariés qui écrivent des prompts, c'est-à-dire qui donnent des instructions pour écrire des lignes de code. Donc, on voit bien que le rapport au travail va complètement changer et que l'homme ne va plus être seulement regardé par ce qu'il est capable de produire et de faire, mais par la valeur qu'il peut apporter dans la création de richesses. On va aussi avoir une évolution très forte par rapport à la vérité. Et ça, vous avez vu que le Premier ministre, il y a quelques semaines, en a parlé, au travers notamment d'ingérences étrangères dans les processus politiques. Aujourd'hui, l'IA, telle qu'elle délivre de l'information, doit être en permanence questionnée. Or, elle devient la référence à beaucoup de croyances, beaucoup de convictions, beaucoup de justifications. Et c'est un exercice redoutable, parce que se nourrissant en source ouverte de tout ce qu'on peut leur raconter de vrai ou de farfelu, elle va délivrer et amplifier parfois des contre-vérités. Dominique Seux, qui est un éditorialiste qui dit toujours des choses intéressantes, parlait au sujet justement des réseaux sociaux et de l'IA en disant c'est un peu comme saint Thomas à l'envers. Saint Thomas, finalement, il croit ce qu'il voit. Au travers des réseaux sociaux et de l'IA, on va être amené à voir ce que l'on croit, puisque le but de l'IA, ça va être de nous faire plaisir dans sa réponse. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous voyez se développer sur les réseaux sociaux des théories qui sont des théories platistes ou des choses absolument incroyables, tout simplement parce qu'elles s'adaptent à l'attente de son client, puisque nous sommes les clients, et par conséquent, elles délivrent une information qui est complètement fausse. Et donc le rapport à la vérité, notre héritage occidental, notre cartésianisme, va être violemment bousculé par ces éléments. Et d'ailleurs, vous le vivez, parce que qui d'entre vous n'a pas vécu une campagne polémique contre lui ou contre un de ses projets qui se nourrissait de données complètement fausses? C'est pas récent, les pamphlets, ça a toujours existé, mais avec l'IA et les réseaux sociaux, ça va prendre une dimension qui est une dimension colossale. Le rapport à la vérité, notamment avec l'IA, il va être questionné sur un autre aspect qui est la finalité de ces entreprises. Pour le dire simplement, quand vous allez acheter à Bricorama un marteau, l'entreprise elle a pour but de vous vendre un outil qui va vous servir à enfoncer un clou. Le contrat est assez clair. Vous savez, la finalité apparente de votre acte est liée avec sa finalité réelle. Lorsque vous allez sur Google, ou sur Perplexity, ou sur Claude, ou sur ChatGPT poser une question, votre finalité apparente à vous, c'est d'avoir une réponse. Par exemple, je ne sais pas moi, quel est le volume de cette pièce, quel est le nombre d'entreprises dans le Val d'Oise. Mais la finalité de l'entreprise qui vous livre le service, ce n'est pas de vous apporter la réponse, c'est de collecter de la data sur vous. Eh bien là aussi, ça va changer complètement, il faut que ça change sociologiquement, et ça c'est une question d'éducation, le regard que nous avons en tant que clients de l'intelligence artificielle, parce que nous sommes très fortement dépendants déjà, à la minute à laquelle nous parlons, de l'intelligence artificielle. Il y a d'ailleurs, et puis aussi, cet choc sociologique, il va se traduire également chez nos jeunes. Je suis papa de 2 enfants de 12 et 15 ans. Je vous avoue qu'en termes d'orientation professionnelle, je suis dans une position particulièrement inconfortable pour arriver à leur donner le moindre conseil, si tant est qu'ils m'écoutent. Alors j'ai fait un choix, parce que je vois le docteur Ricard-Ribon, ma fille fait son stage de seconde, je lui ai proposé 3 trucs, dont un où on rend service aux gens. Elle est à l'hôpital actuellement, elle a fait son choix d'aller à l'hôpital, je me suis dit ouf, la jeunesse n'est pas complètement perdue dans ce qu'elle veut faire. Voilà, donc ce choc sociologique, en fait, tout simplement, il n'est pas théorique, il n'est pas abstrait. Vous en êtes les premiers acteurs parce que vous êtes une voix qui porte. Et à vrai dire, aujourd'hui, il y a assez peu de monde qui a écrit des choses intelligentes, qui a écrit un récit sur la question. Et là, représentant de l'État, laïque, je ne peux que vous inviter à lire à ce jour ce qui me semble être le plus complet sur le sujet, c'est l'encyclique qu'a écrit le pape Léon XIV. Elle est assez, on peut penser ce qu'on veut de la conclusion, mais en tout cas, dans le cheminement intellectuel, elle pose toutes les questions qu'un homme ou une femme juste, qui a envie de comprendre le monde, qui a envie de vivre dans un monde qui est juste, humain, est en droit de se poser. Et puis le troisième choc qu'on va connaître, et je ne pourrais pas m'en empêcher d'en parler, c'est un choc qui est un choc politique. Et là, sur ma gauche, parce que certains de mes collègues et partenaires professionnels, je leur ai déjà parlé, j'ai une conviction. Une conviction d'ailleurs qui est alimentée par un ouvrage qui est assez déprimant à lire et qui est assez intéressant, qui est un ouvrage d'un Américain, qui est en fait un Russe de naissance, qui s'appelle Peter Turchin, qui s'appelle Le chaos qui vient, autour de la surproduction des élites. L'intelligence artificielle va accentuer un sentiment profond de déclassement dans la société, et tout particulièrement de déclassement des cols blancs.
Et si je lis ça avec l'ouvrage de Peter Turchin sur la surproduction des élites, c'est que sa thèse, alors qu'il a vérifié sur 10 000 ans d'âge, c'est que toutes les grandes révolutions politiques, tous les grands bouleversements politiques provenaient de deux phénomènes. Une accaparation excessive des richesses dans les mains d'un tout petit nombre. Tiens, ça fait écho avec les 50 000 milliards des 5 grands GAFA. Et la deuxième, une surproduction des élites. Et quand on dit une surproduction des élites, tout simplement, c'est le fait qu'un nombre croissant d'hommes et de femmes dans la société qui pensaient appartenir à l'élite, finalement s'aperçoivent qu'ils ne vont pas y appartenir. Et nous avons devant nous un espèce de phénomène aujourd'hui qui sera incontrôlé, c'est notamment le devenir de tous ceux qui travaillent en tant que col blanc. Alors je pense au métier du droit, je pense au métier du chiffre, je pense au métier de l'administration d'entreprise, je pense au métier de l'administration tout court. Je pense même à beaucoup de professions scientifiques. On a parlé des codeurs, des programmeurs, on a parlé d'un certain nombre d'ingénieurs. Aucune profession ne va être, épargnée par cette espèce de bouleversement un peu schumpeterien qui fait que ceux qui étaient les élites d'hier, parce qu'ils avaient le savoir, le monopole du savoir, ne l'auront pas demain. Ça va même concerner la médecine, dont la pratique va profondément changer. Si je dois prendre un exemple, j'espère qu'il n'y a pas de radiologue dans la salle. L'aristocratie, quand même dans la médecine libérale, au moins si on le regarde par le revenu monétaire, c'était les radiologues. Mais aujourd'hui, les logiciels d'intelligence artificielle libres, moi j'ai Perplexity, sont capables de faire un diagnostic, un mauvais diagnostic, docteur, j'en doute pas, mais un diagnostic assez rapide avec un taux d'erreur qui peut assez facilement se comparer aujourd'hui à ce que fait un radiologue standard. Donc ce choc politique, il nécessite que l'on pense, et que l'on pense notamment dans les grandes échéances électorales nationales, les enjeux économiques, sociologiques et politiques que représente l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est un point sur lequel nous sommes tous d'accord, qui est probablement un des bouleversements les plus importants et les plus rapides que l'humanité dans son ensemble ait connu. Alors, pourquoi tout ceci intéresse le Val d'Oise? Parce que là, vous allez me dire, j'ai fait comme mes prédécesseurs, je me suis un peu peut-être évadé. Mais d'abord parce qu'on s'aperçoit qu'il ne faut pas vouloir externaliser, confier forcément ailleurs cette réflexion qui en fait nous concerne de manière extrêmement quotidienne, mais parce que notre département se trouve tout simplement au cœur de tout ça. Je l'ai dit, c'est un département d'échange, c'est un lieu qui a un grand atout, c'est encore un endroit où on a de la place, et il y a une chose qui ne changera pas, c'est les échanges de biens, de marchandises entre les hommes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le président de la CEMARIS est venu positionner Agoralim dans notre département, parce qu'il y a une chose qui ne changera pas demain, c'est qu'il faudra nourrir les Français. Et pour ça, on a besoin d'avoir un grand lieu, une grande plateforme de négoce, celle de Rungis aujourd'hui étant arrivée au maximum de sa taille. Ça concerne également notre département parce que nous sommes un département où on produit. Et la production n'est pas un vilain mot. On produit parce que nous sommes un département industriel et qui le devient de plus en plus. Quand on regarde notamment la TVA et l'évolution de la TVA qui traduit le chiffre d'affaires des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a deux secteurs dans lesquels elles progressent, le secteur industriel et l'export. On est aussi un département qui produit, et je dis parce qu'il y a beaucoup de maires du Pays de France et du Vexin, grâce à notre production agricole. En agriculture, la production n'est pas un vilain mot, au contraire. Pensez-vous, aujourd'hui, un poulet que nous achetons sur deux n'est pas produit, élevé en France. Alors je ne vais pas aller jusque cette enseigne qui fait, vous savez, du poulet frit et qui a défrayé la conduite à Saint-Ouen, qui les fait venir via la Pologne, d'Ukraine ou de Brésil. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais nous avons besoin aussi de produire en matière agricole. Et pour produire en matière agricole, il faut que nous puissions accompagner la profession agricole à diversifier son agriculture, qui aujourd'hui repose sur les grandes cultures et qui demain devra reposer sur le maraîchage ou sur l'élevage. Et qui dit maraîchage ou qui dit élevage, dit bâtiment d'élevage, dit installation d'élevage de poulets. Bah oui, mais notre pays en a besoin. Donc on est un département qui produit, il faut que nous accompagnions ce mouvement pour produire. Et puis on a un département, je l'ai dit également, qui a la chance d'avoir quelques pépites. Alors en matière d'enseignement supérieur, avec CY. CY est une grande université. C'est d'ailleurs parmi les universités franciliennes celle qui a grandi le plus vite. En matière, on l'a dit, d'infrastructures de transport avec la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, et en matière également d'implantation de très grandes entreprises, certaines d'ailleurs voulant être discrètes, qui sont venues dans le Val d'Oise parce qu'elles trouvent finalement le cocktail qui leur permet de se développer et d'avoir une activité florissante. Alors on peut se demander, après tout ça, quelle est notre capacité à changer le réel? Et j'en terminerai par là. Notre capacité à changer le réel, elle va d'abord reposer sur le renforcement, le rétablissement que la confiance que peut avoir le citoyen, l'électeur, vis-à-vis des institutions publiques.
Dominique Schnapper, qui était une très grande constitutionnaliste, vous le savez, disait souvent que la démocratie reposait sur quelque chose qui était quelque chose d'essentiel et de fondamental, qui est tout simplement la confiance que le citoyen a dans les institutions publiques. Et donc, dans les actes que nous devons prendre, il faut que nous donnions confiance. Alors, on commence d'abord par donner confiance en étant optimiste. Et c'est sûr qu'avec 4 chaînes télévisées d'information en continu, on est le seul pays d'Europe à avoir 4 chaînes d'information continue, où systématiquement le bandeau c'est tout va mal, et ça va encore plus mal, c'est compliqué d'instaurer la confiance. Mais il faut qu'on délivre un message qui est un message de confiance, même si parfois il peut être exigeant. Cette confiance, on peut aussi la rétablir tout simplement en raccourcissant le temps de notre action. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qu'on rencontre en matière de sécurité en particulier, qui est tout simplement le rapport au temps. Là où nos concitoyens, par le passé, acceptaient une élongation du temps, il y a même un ouvrage célèbre qui s'appelle « L'État, le maître des horloges ». Aujourd'hui, il veut une réponse rapide à sa préoccupation. Ce qui me permet de faire la transition sur les questions de sécurité. Alors, c'est pas artificiel. Je ne vous dirai pas que notre action en matière de narcotrafic progresse, qu'en matière de rodéo, on confisque 8% des engins à l'échelle nationale, que les atteintes aux biens ont baissé, dans les transports qu'ils ont baissé. Je ne dirai pas tout ça, parce que chaque jour, nous vivons un acte de délinquance qui est en trop. Mais tout simplement, en matière de sécurité, un des enjeux principaux, c'est le rapport au temps. Comment on fait pour dire à la victime, comment on fait pour dire à nos concitoyens, 1, le sujet est pris en compte, vous pouvez nous faire confiance. 2, nous allons lui apporter la réponse la plus rapide possible. Et on le voit bien, la réponse la plus rapide possible, c'est parfois même des réponses présententielles, avant même que le magistrat assis ait statué. C'est ce qui anime notre pays actuellement. Mais la réponse la plus rapide, elle peut aussi venir sur des petits faits de la vie quotidienne, sur les dépôts sauvages, sur les occupations illicites, sur le point de deal, sur les rodéos. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on développe depuis plusieurs années aujourd'hui des polices administratives, dont un certain nombre sont à votre main. Et d'ailleurs, on a fait diffuser un certain nombre de guides en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, en matière d'utilisation d'amendes forfaitaires délictuelles. Alors, ce n'est pas la police administrative, mais ça cette valeur de rapidité de la réponse et de la sanction. Et donc, aujourd'hui, un des enjeux essentiels, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'outils, on en a beaucoup en matière de sécurité. C'est une question, d'une part, de constance dans l'action et de rapport au temps. Et il y avait quelqu'un qui disait ça extrêmement brillant, c'est un magistrat italien du XVIIIe siècle qui s'appelait Cesare Beccaria, qui a écrit un ouvrage que tous les juristes connaissent qui s'appelle Des délits des peines, et qui disait qu'il vaut mieux une sanction rapide, légère et certaine à une sanction lointaine, infamante et probable. Donc ce sera notre fil directeur dans le travail en commun que nous avons en matière de sécurité. Tous les sujets sont traitables, tous sont importants. Il n'y a pas de sujet qui ne soit pas important, mais il faudra qu'on arrive à trouver une réponse qui est une réponse rapide, qui n'est peut-être pas toujours possible dans l'immédiat, mais en tout cas qui réponde à ce besoin de rapidité de la part de nos concitoyens. Et puis sur notre capacité d'agir sur elle, et j'en terminerai par là, il y a des sujets de vie quotidienne. Quand on parle à la vie quotidienne, on pense au pouvoir d'achat. Et moi, je voudrais vous parler d'un sujet sur lequel la clé se trouve chez nous en matière de pouvoir d'achat, c'est le logement. Aujourd'hui, le premier poste, et le premier poste en augmentation dans le budget d'un ménage, c'est le logement. C'est le logement, d'ailleurs, avec un monde immense qui commence à séparer ceux qui sont propriétaires de ceux qui sont locataires. Et notre département a besoin de construire. Il a besoin de construire du logement privé, il a besoin de construire du logement intermédiaire, et il a aussi besoin de construire du logement qui est du logement social. D'ailleurs, manière de dire que nous venons de réentamer le cycle des conversations, des échanges que nous avons avec les maires en matière de SRU, et que les premiers échanges sont extrêmement positifs sur les perspectives que nous allons avoir sur la prochaine triennale de construire les à peine 2500 logements sociaux qui est notre quote-part francilienne. Donc nous avons besoin de construire, et il faut se demander si, on a souvent dit, est-ce qu'on a besoin de construire puisqu'il va y avoir une baisse démographique, si ce n'est pas un peu l'inverse aujourd'hui en termes de natalité. Est-ce que dans certains couples, la cherté du logement, le prix du logement, parfois l'éloignement pour avoir un logement qui soit satisfaisant, n'est pas un élément qui va conduire à choisir d'avoir moins d'enfants? Cette question, il faut se la poser. Moi, je suis persuadé qu'il y a un lien direct entre l'offre de logement et la politique de natalité dans un pays. Voilà, je n'irai pas plus loin, si ce n'est en vous disant la chose suivante, et vous allez me trouver un peu poétique, c'est que dans un monde qui est extrêmement angoissé, où on ne cesse finalement de délivrer des messages qui sont des messages d'alarme, qui sont des messages de mise en garde, où chaque fois qu'il se passe un événement climatique, on dresse la liste de tous les risques, où on vit dans cette notion-là,
on a besoin aussi, et c'est aussi une mission de la collectivité publique, de redonner de la confiance, de l'espoir, de l'enthousiasme et de la joie à nos concitoyens. Mais ça aussi, c'est la vertu de l'échelon communal. L'échelon communal, c'est vraiment l'endroit où se forge le sentiment d'appartenance à la nation, c'est-à-dire à un destin commun. Et Mona Ozouf expliquait très bien au sujet des fêtes révolutionnaires, vous savez, qui ont suivi la Révolution, que ce n'était pas simplement du folklore, mais que c'est également un endroit où s'est forgée la pédagogie de l'apprentissage de la nation. Et donc nous avons besoin d'avoir des moments où nous nous retrouvons, où nous célébrons la concorde, où nous délivrons ce message, qui est un message tout simplement d'optimisme, qui est un message de confiance, et finalement du bonheur de vivre ensemble dans un pays dont Sylvain Tesson disait « Les Français pensent qu'ils vivent en enfer, mais finalement beaucoup pensent que c'est un paradis ». Merci, monsieur le préfet. Restez une seconde avec moi, s'il vous plaît. Merci. Donc on a entendu que les communes étaient vertueuses dans leur façon de se gérer. Donc on le savait, mais c'est bien de nous le dire aussi. Mais je disais tout à l'heure, juste avant que vous arriviez, dans mon propos introductif, qu'il fallait faire attention au prisme du regard qu'on portait sur cette situation qui, aujourd'hui, peut se dégrader rapidement à partir du moment où nous n'avons plus accès à des financements extérieurs à ceux des communes. Je ne veux pas revenir sur le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, vous le connaissez aussi bien que moi. Donc ça va être plus compliqué, on doit tous déployer nos programmes, ceux sur lesquels nous avons été élus, ceux que nous avons besoin de déployer pour notre territoire, parce qu'il y a besoin de le faire. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Vous avez aussi évoqué la théorie de Schumpeter il y a un instant, en disant, parce qu'on parle de développement économique. En matière économique. En matière économique, évidemment. On parle de développement économique, c'est le thème de cette journée, mais on a bien vu que tous nos intervenants sont obligés finalement d'aborder l'IA. Elle ne colle aux pattes, l'IA. C'est quelque chose qui s'est invité dans notre quotidien, dans notre réflexion, dans notre modèle, et aujourd'hui on est obligé de faire avec. Donc ça veut dire que soit on est capable de l'anticiper et d'être un acteur, et j'aime bien la théorie aussi qui consiste à dire on est à la table ou on est au menu. Voilà, donc il vaut mieux être à la table qu'au menu, et je ne sais pas si aujourd'hui on est à la table. Donc probablement qu'il serait bien qu'on y soit, plutôt que de se faire avaler. Donc je sais que vous êtes très focusé sur l'IA, ça vous passionne, autant que ça me passionne. Ici, on avait reçu il y a 2 ans, je crois, Laurent Alexandre, qui nous avait fait, qui est un futurologue, on se rappelle tous de son intervention. Et on peut se dire que ces personnes, quand elles viennent ici, ce qu'elles nous disent se traduit dans la réalité. Parce que ce qu'il nous a dit il y a 2 ans, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, vous parliez de Schumpeter tout à l'heure, qui consiste à dire que c'est la destruction créatrice, donc qui consiste à détruire des postes. Et un des exemples les plus importants, c'est celui des maréchals Ferrand. À l'avènement de l'automobile, Henry Ford a créé sa première voiture accessible, à peu de frais. Eh bien, on a vu tous ces maréchals Ferrand disparaître, et donc il y a eu des centaines de milliers d'emplois qui ont disparu, mais des millions qui ont été créés. Je ne sais pas si aujourd'hui on est encore dans l'application de cette théorie, possiblement. En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire. Vous avez raison, les cols blancs, pour la première fois, sont en difficulté. C'est le retour peut-être des cols bleus, parce que même l'IA n'arrivera jamais à détrôner les cols bleus, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et faire un jardin, même si un robot demain le fera, je ne sais pas si on fera ce choix-là. Enfin voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Je voulais juste rebondir sur ces points-là avec vous. Mais en tout cas, on va avoir besoin de financer des projets. J'espère que l'année prochaine, quand on se reverra, vous nous redirez ici à cette tribune. Vous nous direz à cette tribune l'année prochaine que les communes vont encore bien. C'est le vœu que j'exprime aujourd'hui. Sur cette seconde partie de la phrase, j'en suis certain. Ouais, voilà. Oui, je le fais comme sur l'autre partie. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, merci pour votre intervention, toujours riche, y compris culturellement, à vos références culturelles. Ça nous apprend beaucoup. Merci beaucoup. Et à vos services d'être venus avec nous, vous accompagner aujourd'hui. Merci, monsieur le préfet.